Bonjour Bonsoir Olivier. Monsieur Verdier, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bah oui, moi je vous entends bien, vous m'entendez bien également? 5 sur 5, c'est Ah, merveilleux. merci à nouveau d'être là pour la deuxième année. Mais le C'est vraiment plaisir est tout à pour fait nous. appréciable d'avoir un spécialiste comme vous avec nous. Je ne sais pas si on vous l'a dit, Monsieur Verdier, mais au sein de la CLCV, on a bien participé au cyber mois. Ah bah, Les structures ont fait pas mal de choses, ça a énormément intéressé les gens. alors je ne vous cache pas que je dois, et c'est important, rendre hommage à notre service communication, puisque c'est la première année que nous pilotions seuls cette 11e édition du Cybermois. Et je trouve que nos trois représentantes de la com et leurs responsables de pôle ont fait un travail exceptionnel en termes d'événements, en termes d'agenda, en termes de propositions pédagogiques ou ludiques pour mieux sensibiliser dans le cadre de cet événement à l'origine initié par l'Union européenne. Donc c'est vraiment un très très gros boulot de qualité et vraiment qu'elles ont produit. Donc on a encore 2 minutes à attendre et le nombre de participants monte, ça c'est bien sympathique. Très bien. Soyez tous les bienvenus. Oui, c'est parfait. Nous avons votre document, Monsieur Verdier. D'accord. En fait, ça fait pas partie de ma présentation, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le montrer parce que c'est une étude que nous avons réalisée un petit peu avant l'été et qui nous apprend pas mal de choses par rapport au ressenti de nos compatriotes, de nos concitoyens, par rapport justement aux cybermalveillances, au sentiment d'avoir été victime. Et c'est, je trouve, instructif de partager ça. Ben, c'est une Euh, bonne idée, bien sûr. Vous allez pouvoir l'intégrer à ce que vous allez nous dire ce soir. C'est une très bonne idée. Très bonne idée. voilà, je me disais que ça serait peut-être pertinent de commencer avec ça. Exactement. Bon, eh bien, écoutez, on va débuter. Alors, bonsoir à tous. Je suis Olivier Guéraud et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui se nomme Comment sécuriser ma vie privée sur Internet. C'est un webinaire qui vous est proposé par la CLCV, Association de consommateurs au sein de laquelle je suis juriste, mais également par cybermalveillance.gouv.fr. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Laurent Verdier, qui en est le directeur formation, pédagogie et sensibilisation. Monsieur Verdier va vous présenter ce dispositif qui est très utile pour le consommateur. Il va bien sûr également vous parler des principaux risques sur Internet et des précautions à prendre pour les éviter. Je veux dire, le propos n'est absolument pas d'avoir peur d'Internet, ce serait ridicule. Simplement, quand on est suffisamment aguerri, on arrive à éviter beaucoup de choses. Et c'est tout l'intérêt de webinaires tels que celui-là. Je vous dis que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, hein. Vous avez sur l'application tout à fait en bas le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'interromprai Monsieur Verdier 2 ou 3 fois au cours de sa présentation pour lui soumettre vos questions et nous y répondrons ensemble. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et Monsieur Verdier, je vous donne la parole. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, de me céder la parole. Bien entendu, ceci est tout sauf un cours magistral, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre quand vous l'estimez nécessaire. Ça nous permettra de respirer un petit peu et puis d'être un peu réactif. Et avant de commencer et d'utiliser le support de présentation que j'ai prévu pour ce webinaire, je voulais vous faire part d'une étude que normalement vous devez voir affiché sur vos écrans sur effectivement une étude qu'on a réalisée un petit peu avant l'été dans l'optique du cybermois. Je reviendrai sur ce bel événement que nous avons vécu pendant tout le mois d'octobre et que nous pilotions pour la première fois au niveau de cybermalveillance.gouv.fr. Mais je voulais vous faire part de ces éléments parce qu'il me semble important avant de commencer à parler de cybermalveillance et de bonnes pratiques. Voilà, ce que nous a permis d'apprendre cette étude que nous avons confiée à OpinionWay un petit peu avant l'été, à savoir que 9 Français sur 10 aujourd'hui déclarent avoir déjà été confrontés à une malveillance informatique. Et toujours parmi les personnes interrogées,
et ça c'est important, 25% des Français aujourd'hui ne s'estiment pas suffisamment informés sur l'état des menaces ou sur les menaces émergentes ou sur les bonnes pratiques, avec ce qui est un petit peu plus inquiétant, plus d'un tiers chez les 25-34 ans. Et parmi les menaces qui ciblent nos concitoyens, en voici 5 auxquelles les Français déclarent avoir été exposés. Et ça, c'est important et c'est intéressant parce qu'on va les réexaminer pendant ce webinaire. 70% des Français déclarent avoir déjà été exposés à des faits d'hameçonnage. 45%, c'est énorme par rapport à la menace dite des virus. 26% de nos concitoyens estiment avoir déjà été victimes et ciblés par ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Un tout petit peu moins, mais pas grand-chose, 25% déclarent avoir été exposés à ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Et enfin, un tout petit peu moins, 23% déjà confrontés à ce qu'on appelle la fraude à la carte bancaire. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors tout d'abord, avant de commencer à vous exposer un petit peu ce que nous percevons des menaces et surtout des bonnes pratiques et de toutes les recommandations que nous transmettons et que nous recommandons pour mieux s'en protéger, je voulais tout d'abord, au nom de Jérôme Notin, directeur général du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre les cybermalveillances, vous remercier, CLCV, de cette invitation, de cette proposition. Pour nous, c'est toujours très important, d'abord, d'œuvrer en compagnie et en partenariat d'un membre historique du dispositif, ce qui est le cas de CLCV, et surtout au contact des particuliers, du grand public, pour lesquels nous avons effectivement une mission de protection, d'assistance et d'observation de la menace. Alors, je vais de nouveau réaliser la tâche ardue de partager mon écran. Dites-moi si c'est bon à votre niveau. Ça fonctionne, Monsieur Verdier. Ça fonctionne. Je vais donc lancer le diaporama. Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que c'est bon pour vous, Olivier? Ça fonctionne, oui, absolument. Très bien. Donc voilà, ce soir, je vais évoquer devant vous différentes choses, mais tout d'abord, effectivement, vous parler un petit peu de ce que nous percevons au niveau du dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Alors, qu'allons-nous évoquer dans le cadre de ce webinaire? Tout d'abord, un petit rappel très rapide sur les missions et les publics de la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr. Dans un deuxième temps, nous allons voir ensemble quel type de menaces nous percevons plus particulièrement vis-à-vis du grand public et avec, pour la seule année 2022, plus de 280 000 parcours d'assistance victime. On peut dire qu'on a une certaine visibilité et légitimité par rapport effectivement à ce panorama des menaces. Dans un troisième temps, nous verrons ensemble quels risques ces menaces font courir tant au niveau personnel que potentiellement professionnel. Dans un quatrième temps, nous verrons ensemble, bien entendu, comment mieux se protéger, comment nous protégeons nos publics et comment nous les informons. Et enfin, dans un dernier temps, nous verrons ensemble l'importance de fournir des outils de sensibilisation et d'être soi-même sensibilisé pour mieux se prémunir au quotidien de ce type de cybermalveillance. Alors tout d'abord, sans remonter à l'Antiquité grecque, que pourrons-nous dire du dispositif cybermalveillance.gouv.fr? En fait, nous sommes nés d'un besoin opérationnel qui avait été mis en exergue, souligné par nos autorités au travers de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique, qui est parue en 2015, et dans laquelle, si vous me passez l'expression, on relevait un énorme trou dans la raquette en matière de protection et de sensibilisation pour trois publics: les particuliers, les entreprises TPE-PME et les associations, ainsi que les collectivités territoriales. Et ceci pour trois missions essentielles.
La première, et j'ai presque envie de dire la plus prégnante, c'est une mission d'assistance, c'est-à-dire aider immédiatement, d'une manière pratique, en ligne, les victimes issues de ces publics qui sont ciblés par des cybermalveillances. Et on va revenir ensemble sur ce que nous avons mis en place en termes d'accompagnement et de parcours d'assistance victime. Donc, la première mission est, comme je le disais, la plus importante et la plus prégnante, même si toutes sont importantes à notre niveau, une mission d'assistance immédiate en ligne permettant à l'un de ces publics, particuliers, entreprises ou collectivités territoriales, d'obtenir une assistance, une aide et des recommandations immédiates. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qui fait la particularité de notre parcours d'assistance victime. Deuxième mission, tout aussi importante, la conception et la mise à disposition complètement gratuite de contenus sur la définition des menaces, les menaces émergentes, ainsi que des outils de sensibilisation. Et enfin, troisième mission, qui vient un petit peu boucler ce cercle vertueux formé par les deux premières, fort des parcours d'assistance victime, des consultations et des téléchargements réalisés sur la plateforme, une mission bien entendu d'observation, de consolidation des statistiques que nous remontons de manière anonymisée à nos autorités pour permettre un meilleur pilotage des politiques publiques menées dans le domaine des luttes contre les cybermalveillances. Alors concrètement parlant, nous avons été lancés en octobre 2017 avec la mise en ligne de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr sous la forme d'un groupement d'intérêt public, composé aujourd'hui de 62 organisations membres issues des pouvoirs publics, des fédérations professionnelles de prestataires informatiques, des utilisateurs d'Internet comme des associations de défense des consommateurs comme CLCV, mais également des clubs de la sécurité ou encore des organisations patronales comme le MEDEF, CPME ou l'UDP, et enfin également des offreurs de services et de solutions à l'image de grands groupes français comme la SNCF ou encore le groupe La Poste. Donc aujourd'hui, 62 organisations membres, plus de 1200 prestataires informatiques référencés sur l'ensemble du territoire, et je reviendrai sur ces acteurs au cours de mon explication sur le parcours d'assistance victime. À la date d'aujourd'hui, plus de 906 000 victimes assistées depuis le lancement de la plateforme en 2017, et pour la seule année 2022, plus de 3 800 000 visiteurs uniques étant venus consulter nos contenus. Voilà, une petite diapo pour rendre hommage à tous ces membres qui participent activement à notre gouvernance, que nous sollicitons très régulièrement au travers de différents groupes de travail. Il faut savoir que pour toutes nos productions, tous nos livrables, nos guides, nos fiches réflexes, nos fiches mémo, ce sont les membres qui ont travaillé avec nous pour la production de ces supports. Et enfin, ces mêmes membres qui relaient nos campagnes de sensibilisation. Alors, que percevons-nous aujourd'hui en matière de menaces cyber par rapport à ces différents publics? Alors, j'ai voulu mettre les trois publics parce que c'est important, ne serait-ce que pour souligner le fait que nous avons aujourd'hui affaire à des menaces transverses et qu'un internaute est effectivement un collaborateur, un chef d'entreprise, l'agent d'une collectivité territoriale, mais également un particulier. Et ce qui marque les esprits, c'est avant toute chose la menace que nous identifions comme étant majeure aujourd'hui, à savoir l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est quoi? C'est ce faux mail, ce faux SMS, cet appel téléphonique frauduleux au cours duquel un correspondant, un émetteur, un interlocuteur va usurper la qualité d'un interlocuteur connu, de confiance, va vous tromper pour essayer d'obtenir des informations confidentielles, des documents administratifs ou financiers, ou vous faire cliquer sur un lien qui va, à votre insu, installer un programme malveillant sur votre ordinateur, votre téléphone ou le système d'information de votre organisation. Et pour nous, c'est vraiment la menace transverse
et majeur, le couteau suisse des cybermalveillances. Pour les particuliers, deuxième menace que nous avons prise en compte en 2022 et qui continue à être perpétrée en 2023, c'est ce qu'on appelle la violation de données. C'est-à-dire c'est une atteinte à la confidentialité, à la disponibilité ou à l'intégrité de données personnelles, confidentielles, soit sur votre ordinateur, soit sur le serveur d'un tiers ou l'ordinateur d'un tiers, comme un site de commerce auquel vous les avez confiés. Et enfin, troisième menace, le piratage de comptes en ligne. Depuis la crise sanitaire et surtout les confinements qui ont marqué cette crise, nous avons tous transformé, nous avons tous changé nos activités numériques. Nous avons ainsi démultiplié les accès, les services, les comptes, les stockages en ligne et malheureusement, nous protégeons ces services avec trop souvent des mots de passe trop facilement devinables, trop simples ou alors un mot de passe fort mais et complexe que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est dire que si les attaquants parviennent à se procurer ce ou ces mots de passe, ils détiennent la quasi-totalité de nos identités numériques ainsi que de nos activités numériques et derrière peuvent facilement réaliser d'autres cybermalveillances, d'autres arnaques à notre préjudice ou à celui de nos contacts ou de nos connaissances. Alors, un petit focus sur ce que nous avons pris en compte pour les particuliers. Comme je l'ai dit, première place, première marche du podium pour les particuliers, et ceci depuis plusieurs années, l'hameçonnage. Deuxième cybermalveillance que nous prenons en compte, la violation de données. Troisième cybermalveillance que j'ai évoquée, le piratage de comptes en ligne. Quatrième place, alors que l'année dernière, il était encore sur la troisième marche de ce podium, ce qu'on appelle l'arnaque au faux support technique. Et j'y reviendrai un petit peu plus loin parce que cette arnaque, malheureusement, frappe surtout nos seniors qui sont peu acculturés à qui fait quoi sur Internet. Et on verra ensemble de quoi elle se constitue et surtout comment mieux s'en protéger. Et enfin, quatrième place, le cyberharcèlement qui, malheureusement, fait trop souvent la une des actualités et qui revient vraiment en force ces derniers temps. L'hameçonnage, je l'évoquais tout à l'heure, donc pour nous vraiment une menace prédominante et en hausse, un couteau suisse de la cybermalveillance qui va permettre aux attaquants de récupérer un certain nombre d'informations qui derrière va leur permettre de procéder et de réaliser d'autres cybermalveillances. Ça peut être la transmission d'un document administratif, la numérisation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, ça peut être des fiches de paye, ça peut être effectivement la transmission d'un couple identifiant mot de passe. Et il faut savoir que depuis quelque temps, ces campagnes d'hameçonnage se développent par SMS, c'est-à-dire qu'elles vont cibler non plus des ordinateurs, mais nos fameux doudous numériques, nos téléphones portables avec lesquels aujourd'hui nous sommes hyper connectés, mais le gros problème, c'est qu'avec un téléphone portable, il est souvent plus difficile de procéder à un certain nombre de vérifications sur l'authenticité du message, sur la réelle qualité de l'émetteur. Et pour le coup, les attaquants l'ont bien compris, ils ciblent de plus en plus ces supports avec lesquels nous sommes en déplacement et avec lesquels il est plus compliqué de faire un certain nombre de vérifications. Alors, quelle tendance en 2022-2023? Je ne vais rien vous apprendre, il n'y a pas de scoop. Vous les connaissez, la mise à jour frauduleuse de la carte vitale, l'arnaque au faux conseiller bancaire, l'arnaque à la fausse vignette critère, la fausse contravention, l'arnaque au faux support technique dans laquelle aujourd'hui les attaquants intègrent également des méthodes d'attaque liées aux faux conseillers bancaires ou en tout cas aux virements frauduleux et enfin les escroqueries ou les arnaques à la fausse livraison de colis. Toutes ces tendances évoluent bien entendu et on reverra un petit peu plus tard ensemble quels sont les dénominateurs communs qui peuvent vous permettre de déceler, de détecter ou de suspecter un message, un SMS d'être une tentative d'hameçonnage. Le piratage de compte, comme je l'ai dit, il s'agit ici, notamment depuis les confinements qui ont marqué la crise sanitaire, d'une menace majeure et en expansion, tout simplement parce que nous avons, à notre niveau, démultiplié les services et les accès en ligne.
Les messageries principales, secondaires, les comptes de réseaux sociaux, les comptes bancaires en ligne sont ciblés par les attaquants et malheureusement, nous défendons ces espaces avec des clés, c'est-à-dire des mots de passe souvent inadaptés, trop faciles à deviner et ça va permettre aux attaquants de prendre la main sur ces espaces ainsi que sur tout leur contenu. Hein, quand quelqu'un pirate un compte de messagerie, il a non seulement la possibilité de l'utiliser en notre nom, mais derrière également, il a accès à toutes ses ressources, c'est-à-dire à tous vos contacts, et s'il se contente d'aller dans la rubrique messages envoyés, à toutes les pièces jointes que vous avez pu envoyer durant les dernières années, parce que malheureusement, on ne nettoie pas assez régulièrement ce type d'espace également. L'arnaque au faux support technique, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle est toujours dans le top 5 des cybermalveillances ciblant les particuliers. C'est une vieille arnaque, mais qui est régulièrement mise à jour avec de nouvelles techniques. Le principe en est simple. Vous naviguez tranquillement sur Internet, une fenêtre de votre navigateur très anxiogène va occuper tout l'écran, vous ne pouvez pas la faire disparaître, et elle vous indique que votre ordinateur est soi-disant infecté par un virus pris en main à distance par des attaquants et qu'il faut à tout prix appeler une soi-disant hotline ou une assistance, appel gratuit, qui va vous aider à désinfecter votre système. Alors malheureusement, euh, les opérateurs cités comme Microsoft, Amazon, Apple ne mettent pas en place de telles lignes. C'est un faux, grossier. Vous allez tomber sur quelqu'un, un opérateur qui parle parfaitement français et qui va vous faire croire à un dépannage en temps réel. Il va d'abord vous demander de prendre la main sur votre ordinateur. Dans le meilleur des cas, il va vous installer des logiciels qui ne serviront à rien. Et dans le pire des cas, il va installer des logiciels avoir des fonctionnalités malveillantes, des voleurs de mots de passe, ou qui vont donner un accès à toutes vos données aux pirates. Et tout cela, en plus, en vous le faisant payer, puisqu'il est censé vous installer un antivirus efficace. Et là, effectivement, on est face à un phénomène de masse qui existe depuis 2017 et pour lequel les seniors qui sont les moins aguerris en matière de qui fait quoi sur Internet, restent aujourd'hui les premières victimes. En fait, il s'agit simplement d'une attaque portée sur le navigateur avec cette fenêtre qui est bloquée. Et le fait de purger la mémoire du navigateur et de relancer le système, en général, suffit largement pour faire disparaître cette fenêtre. Nous venons de voir les menaces et je vous propose de voir ensemble quel type de risques elles font porter à notre niveau personnel ou même au niveau professionnel. Que peut-on dire des risques associés à ces menaces? Le premier et le plus courant, c'est le risque financier. On est face à des utilisations frauduleuses de nos moyens de paiement, à des virements frauduleux ou alors à des commandes ou des achats qui ne seront jamais honorés. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que nous rentrons dans des périodes de fêtes, de cadeaux et d'achats sur Internet. Donc attention, attention à tous ces faux sites fictifs qui fleurissent sur le web, qui imitent la mise en page et le formalisme de sites officiels, mais qui en fait ne vendent rien, qui sont uniquement là pour capturer le plus grand nombre d'informations financières possibles ou de règlements sans derrière ne jamais rien livrer. Deuxième risque que nous percevons, tout ce qui concerne, et on l'a évoqué tout à l'heure, la violation de données personnelles. Carte d'identité, documents d'identité, adresse postale, adresse mail, des photos, des identifiants de connexion ou encore des informations financières et bancaires. Attention, attention, ces données sont vraiment de l'or noir pour les attaquants et c'est vraiment ce qu'ils vont chercher à se procurer, à vous faire communiquer et pour derrière une réutilisation très rapide, quasi immédiate de ces éléments à votre préjudice ou à celle de vos contacts. Et enfin, parce qu'il faut l'évoquer aussi, même en tant que particulier, les risques pour mon entreprise ou mon organisation. Le risque, tout simplement, si jamais on permet à un programme malveillant de s'installer sur le système d'information de son entreprise, la compromission du système d'information, le risque de rançongiciel, vous savez, ce sont ces petits programmes qui vont chiffrer et rendre inopérantes toutes les données
du système d'information et pour le déchiffrement desquels les pirates vont demander une rançon, l'atteinte potentielle aux données des clients, des partenaires, des administrés pour les collectivités territoriales, le risque également de virements frauduleux avec des faux ordres de virement ou des relevés d'identité bancaire falsifiés, et bien sûr, avec une conséquence comme l'atteinte à l'image de l'organisation, de l'entreprise ou à ses outils de production. J'ai voulu faire un focus sur l'usurpation d'identité qui aujourd'hui, d'après ce que nous en percevons, représente vraiment le corollaire principal d'une première cybermalveillance comme un piratage de compte ou un mail d'hameçonnage. Là, on est vraiment dans la captation et la réutilisation frauduleuse d'informations personnelles à l'insu de la victime. On est toujours dans une logique d'identité, de photos, d'adresse mail, avec des ouvertures de lignes téléphoniques frauduleuses, ouverture de comptes bancaires, souscription de crédit, c'est très à la mode malheureusement, et ça peut occasionner un préjudice significatif et surtout à long terme. Avoir les huissiers pendant 4 ou 5 ans qui viennent taper à votre porte en pensant que vous avez ouvert un dossier de crédit et que vous ne l'honorez pas, c'est pas facile à vivre toujours. Délocation fictive, risque également d'escroquerie de vos proches, avec tout ce que ça entraîne, diffamation, chantage ou cyberharcèlement. Donc, à retenir, aujourd'hui, l'usurpation d'identité est un fait marquant qui découle très régulièrement d'un piratage de compte en ligne ou d'un mail d'hameçonnage où on a transmis des éléments sur son identité ou sur son travail. Olivier, peut-être souhaitez-vous intervenir et relever un certain nombre de choses par rapport à ce que je viens d'évoquer Oui, sur les menaces ou sur les risques? je veux bien, parce que là, je vous cache pas qu'on a quand même beaucoup de Oh, questions tant mieux. sur la grande, malheureusement, la grande vedette de tout ce qui est, de toutes ces menaces, c'est le phishing. Moi, on me dit comment je fais pour reconnaître un phishing. Alors, pendant très longtemps, la personne me le dit et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était vrai, mais je crois que ça l'est plus. On regarde l'adresse email de la personne qui vous écrit. Par exemple, si la banque X, elle vous écrit, elle peut pas vous écrire sur une adresse en Gmail ou MSN. Avant, on se disait, ça, c'est imparable. Il semblerait que ça le soit moins aujourd'hui. Comment on fait pour repérer un Ah, phishing? oui. Alors, justement, c'est très intéressant, mais je vais y venir dans la suite de ma présentation. Pardon. Donc, si vous acceptez ce petit délai, c'est promis, j'y reviens tout de suite après. Parce que, alors, après, si vous voulez, donc, je vous dis ce pourquoi on a des questions. Donc, on a des questions sur le phishing, ça c'est sûr. On me parle de l'arnaque au QR code, on me parle de la fraude au faux RIB, on me demande comment on doit repérer un faux site Internet. On me demande quel est l'intérêt de signaler aux organismes en question. On me dit un mot de passe fort, c'est quoi et comment on fait pour les retenir. Et on me demande que penser d'un logiciel qui vous propose, avec un mot de passe, de pouvoir stocker tous vos autres mots de passe. Est-ce que c'est fiable? À qui on fait confiance sur ça? Et on me parle oui, vous en avez parlé, la boîte de mail, ma boîte de mail principale, souvent c'est la boîte de mail sur laquelle je vais recevoir tous mes mots de passe oubliés, etc. Vous voyez, ma banque, machin, si j'oublie, je peux voir. De réinitialisation pour d'autres services, tout à Donc, fait. ma boîte de mail principale, elle doit avoir des protections particulières et on me parle d'identification à 2 facteurs. Alors, je ne sais pas quand vous voulez organiser ça ou pas, mais voilà, c'est beaucoup de questions sur ça. Alors effectivement, on va parler de la boîte mail principale parce que les autres questions correspondent à des sujets que je vais évoquer tout de suite après. La boîte mail principale, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous au quotidien, qui est très important, qui a pris une importance significative du fait de la transformation de nos activités numériques. Et à ce titre, nous devons la protéger plus que tout autre espace ou service en ligne. La première méthode, c'est effectivement de la protéger par un mot de passe complexe, difficilement devinable, et de changer ce mot de passe au moindre doute. Si par exemple, nous sommes informés par l'opérateur de messagerie qu'une vague d'attaque est en cours, si on détecte quelque chose de suspect,
des mails qui ont bougé, des mails qui ont été ouverts alors qu'on ne les a pas encore lus. Voilà, au moindre doute, ne pas hésiter à changer ce mot de passe. La double authentification, bah, c'est le fait simplement d'être averti si jamais la boîte est consultée par exemple, une adresse IP qui vient d'une zone du monde qui n'est pas votre lieu de connexion habituel, et de faire en sorte de vous faire valider cette connexion, ou en tout cas de vous en informer. Et bien entendu, choisir, quand le prestataire le propose, ce système de vérification et de double authentification, sachant que l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir s'assurer, avec les renseignements secondaires qui sont rentrés quand on crée une boîte de messagerie, vérifier l'actualité des informations sur ces moyens d'être joints, comme le téléphone portable, une boîte mail secondaire, qui va être utile, qui va vous être utile si jamais votre opérateur, ou si vous-même vous suspectez une prise en main à distance ou une consultation illégitime de cette boîte de messagerie principale. Autre chose, tant que j'y pense, si jamais vous consultez cette boîte de messagerie principale à partir d'un ordinateur qui n'est pas le vôtre, que vous ne maîtrisez pas, ou un ordinateur en libre service, bien entendu, ne jamais oublier de se déconnecter à l'issue de la session, de votre session. Ne laissez jamais une boîte mail ouverte sur un ordinateur que vous ne maîtrisez pas, que ce soit chez une connaissance, dans un endroit public, voilà, être vigilant par rapport à ça. Fermer sa session, fermer sa boîte mail, comme ça on ne risque pas que quelqu'un qui passe derrière nous sur cet ordinateur puisse prendre la main ou changer des éléments sur cette boîte mail. Peut-être ce que vous avez dit, effectivement, sur la sécurisation de la boîte mail principale. Moi, j'ai une adresse email très connue d'un fournisseur américain très connu, et qui vous propose la double identification. C'est-à-dire que vous devez rentrer votre mot de passe et vous avez une notification sur votre smartphone sur laquelle vous devez cliquer. Donc, si on a pris votre mot de passe, on ne peut pas accéder. Il suffit juste d'être un peu curieux et d'aller chercher dans les réglages, et c'est très facile à mettre en œuvre. Et je crois que c'est vraiment cette adresse mail principale qu'il faut préserver comme la prunelle de ses yeux. Ah bah, on est bien d'accord, hein, c'est le sanctuaire, et plus on peut y associer de sécurité, mieux ça vaut. Effectivement, le principe même de la double authentification, hein, c'est d'avoir une validation en 2 temps, ou par 2 moyens distincts. Donc effectivement, ne pas hésiter sur la mise en place de ces éléments. Autre chose avant que j'oublie, pensez également à nettoyer, à purger régulièrement vos boîtes mail. Si on va, et je le laisse à votre appréciation, mais si on va dans la rubrique éléments envoyés, je l'évoquais tout à l'heure, qui peut être une véritable mine d'or si quelqu'un prend la main sur votre boîte mail, il est important de faire un petit ménage de temps en temps, et de ne pas laisser des choses qui datent de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, avec toutes les pièces jointes qu'on a pu envoyer pour des démarches privées, administratives, et des documents qui sont importants et qui peuvent malheureusement être trop souvent réutilisés à notre insu et nous occasionner un préjudice. Et puis peut-être on me pose une question, qu'est-ce qu'il faut répondre au navigateur qui vous dit « Voulez-vous que j'enregistre vos mots de passe pour ces sites ?» Alors, il faut répondre en toute connaissance de cause. Et pour cela, il faut savoir qu'un navigateur va stocker les différents mots de passe, si vous l'y autorisez. Il va les stocker en clair sur votre ordinateur. Alors, ça rend la vie beaucoup plus facile quand on veut se connecter à un site qui réclame un accès par mot de passe. Maintenant, et sans être paranoïaque, il faut savoir que si quelqu'un prend la main sur votre machine et votre navigateur, il aura accès à tous ces mots de passe qui sont stockés en clair. Et on y reviendra au niveau des bonnes pratiques et des recommandations que nous pouvons faire au niveau de nos différents publics. Nous recommandons, en matière de mots de passe, 2 solutions, soit d'adopter une stratégie personnelle de création et de gestion de ces mots de passe, ou alors de s'appuyer sur un petit outil logiciel qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Et bien entendu, nous recommandons l'outil qui a été certifié par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est l'autorité nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information en France, hein, qui procède à un certain nombre de vérifications en matière de sécurité sur différents types de produits. Et en l'occurrence, elle a certifié un logiciel de ce type gratuit
que nous recommandons très chaleureusement à toutes les personnes qui souhaitent un outil robuste et validé par l'autorité nationale pour gérer ces mots de passe. Et donc, l'information, elle est sur cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, mais j'y reviendrai. En l'occurrence, il s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-S-S. KeePass. Bah écoutez, Monsieur Verdier, je continue à prendre note de toutes les questions. Je vous propose de continuer votre présentation, puis je vous interromprai un petit peu plus tard. Pas de souci, continuons. Donc après avoir vu les principales menaces qui ciblent le grand public, les risques qu'elles font courir aussi bien à l'individu que potentiellement à son organisation ou à son activité professionnelle, si jamais il est artisan ou auto-entrepreneur, je vous propose de voir comment, à cybermalveillance.gouv.fr, aidés en cela par tous nos membres, nous nous proposons de mieux protéger et d'informer nos publics. Alors la première chose, et je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, c'est ce que nous proposons si jamais vous êtes victime d'une cybermalveillance, quelle qu'elle soit. C'est de venir sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr pour enclencher ce qu'on appelle le parcours d'assistance victime, qui se découpe de manière très macro en 3 paliers principaux. Le premier, ça va être avec la victime, d'établir un diagnostic par un petit jeu de questions-réponses non techniques, j'insiste volontairement, hein, c'est ouvert à tous, bien entendu. Nous allons mettre un nom sur la cybermalveillance dont vous venez d'être victime. Fort de ce diagnostic, nous allons derrière immédiatement vous adresser un ensemble de recommandations d'urgence. Pourquoi? Tout simplement, à l'image de ce qui se fait en matière de sécurité routière, pour éviter le suraccident, pour éviter d'aggraver la situation. Ça va être contacter votre banquier, faites opposition à vos moyens de paiement, changez vos mots de passe de tous vos services, prévenez vos contacts, etc., etc. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand c'est la panique à bord, quand on vient d'être victime d'une cybermalveillance. À ces recommandations d'urgence sont associées un ensemble de propositions d'orientation adaptées, d'où l'importance du diagnostic, adaptées à la cybermalveillance en question. Si je vous parle de la brigade numérique de la gendarmerie nationale, si je vous parle de la plateforme Perceval, opérée par cette même gendarmerie nationale et qui va vous servir à signaler des faits d'utilisation frauduleuse de vos moyens de paiement. Si je vous parle de la plateforme Pharos, internetsignalement.gouv.fr, qui va être utile pour signaler tous les contenus illégaux sur Internet. Si je vous parle enfin de la plateforme Thésée, qui permet de déposer plainte en ligne aujourd'hui pour un certain nombre d'infractions liées à la cybercriminalité. Si je vous parle de Signal Spam, si je vous parle du 3018 de e-enfance, pour tout ce qui concerne des faits de cyberharcèlement. En fait, la victime va se voir proposer un ensemble de conseils, d'orientation pour recevoir de l'information supplémentaire, pouvoir signaler si elle le souhaite, ou obtenir une écoute adaptée à la cybermalveillance dont elle vient d'être victime. Et ça, c'est très, très important. Troisième temps, et non le moindre, j'évoquais tout à l'heure nos prestataires informatiques référencés, nous proposons à la victime, si elle le souhaite, d'être mise en relation avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés présents sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en relation est gratuite, que la victime va être contactée par 2 ou 3 prestataires informatiques référencés qui exercent à proximité de son domicile. Elle choisira celui avec lequel elle veut travailler, elle veut être mise en relation. Et derrière, dans le cadre d'une transaction commerciale tout à fait traditionnelle, le prestataire informatique va mettre en œuvre une assistance technique concrète au bénéfice de la victime. Alors, qui sont ces prestataires? Ce sont des professionnels informatiques qui ont adhéré à une charte de qualité sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Elle est bien sûr consultable. Qualité en matière d'accueil de la victime, de transparence des opérations réalisées, d'orientation éventuelle vers un commissariat ou une brigade de gendarmerie nationale, en matière de sensibilisation également,
Le prestataire s'engage également à nous remonter un certain nombre d'éléments techniques anonymisés s'il le juge utile, ce qui parfois nous permet d'être informés avant tout autre organisme en France de menaces émergentes, à l'image de ce qui s'est passé par exemple pour les arnaques dites au compte personnel de formation il y a quelques années maintenant, avec un mode opératoire que personne ne comprenait. Et grâce à ces remontées, grâce aux contacts que nous avons pris avec les victimes concernées également, nous avons pu mettre à jour ce mode opératoire qui à l'époque était complètement original et contre lequel on ne savait pas quoi faire. Donc voilà, ça c'est important. Et de son côté, la victime est bien sûr invitée à nous remonter un indice de satisfaction par rapport à la prestation réalisée par le prestataire informatique référencé. En matière d'information, nous publions très régulièrement des articles dédiés aux menaces les plus courantes. Là, j'ai pris l'exemple de que faire en cas de piratage de mon compte sur les réseaux sociaux. Tous nos contenus sont basés sur le triptyque définition de la menace, comment s'en prémunir en temps normal et que faire si malgré tout je suis victime. Tout cela dans un vocabulaire simple, non technique, sans acronyme, sans anglicisme, à la portée de tout un chacun. Et là, en l'occurrence, pour cet article, nous avons rajouté des propositions de qualification pénale, parce que tout un chacun n'est pas censé savoir qu'un piratage de compte sur les réseaux sociaux, ce n'est ni plus ni moins qu'une atteinte à un système de traitement automatisé de données et que ça correspond à l'article 323 et suivant du Code pénal. Donc, ces propositions de qualification peuvent être utiles à la victime si elle souhaite déposer plainte. Et enfin, toujours pour cet exemple, un ensemble de liens et de ressources utiles, notamment les adresses des plus grands opérateurs de réseaux sociaux aujourd'hui utilisés en France, pour pouvoir les prévenir du piratage de son compte en ligne. Nous proposons également un certain nombre d'informations, d'articles pour mieux prévenir toutes les tentatives d'arnaque lors d'un achat en ligne. Je vous rappelle que lors d'un achat en ligne, bien entendu, le but pour les attaquants va être de récupérer les coordonnées d'une carte bancaire pour réaliser de leur côté des achats frauduleux ou initier un paiement pour un produit inexistant qui ne sera jamais livré ou non conforme. Donc à l'image de cette diapo, les articles détaillent un ensemble de points de vigilance à voir et dont on doit s'assurer avant de réaliser un achat en ligne. Je le porte particulièrement à votre attention en cette période de fin d'année, je le répète, qu'il s'agisse du Black Friday ou des achats que l'on réalise dans l'optique des fêtes de fin d'année. Attention au niveau d'offres promotionnelles trop alléchantes ou de sites fictifs qui reprennent la charte graphique et même les promotions tarifaires de sites officiels. Toujours dans l'optique d'informer, nous publions une lettre d'information mensuelle, synthétique, rédigée dans un langage accessible et compréhensible sur l'actualité des menaces, l'actualité de notre dispositif et de ses membres. Et bien entendu, je vous invite à aller parcourir l'un de nos articles sur cybermalveillance.gouv.fr et en bas de chaque article, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette lettre d'information. Enfin, toujours en matière d'information, à l'image de ce que je fais devant vous aujourd'hui, depuis quelques années, nous démultiplions les interventions, conférences, tables rondes, webinaires au profit de tous nos publics. Nous avons également lancé un certain nombre de campagnes, notamment relayées sur les chaînes de France Télévisions. À l'occasion de tous les mois, les cybermois, au mois d'octobre, nous réalisons des campagnes d'émissions Consomac pour adresser, bien entendu, à tous les publics, ou encore à l'image de ce que nous avons réalisé avec notre membre e-enfance, une édition limitée des incollables sur les usages numériques pour les plus jeunes d'entre nous. Olivier, y a-t-il des questions qui portent sur ce que je viens d'évoquer, ou puis-je continuer ?
Non, non, il faudra, Laurent, un petit peu plus tard, effectivement, qu'on réponde à plein de questions. Comment je reconnais un phishing? Comment je reconnais un faux site Internet? Mais ça, vous avez dit qu'on le verrait un peu plus tard. Alors, on va le voir pas plus tard que maintenant, si vous Voilà, le là, voulez sur ça, bien. il y aura plein de questions. Voilà. Alors là, on rentre vraiment dans notre champ de prédilection, à savoir la sensibilisation, éveiller nos publics à une meilleure compréhension des menaces, aux risques qu'elles font courir et surtout aux moyens de s'en protéger. Que faire face à un message ou un SMS douteux? En quelques mots, le kit d'urgence. La première chose que nous recommandons déjà, c'est de tenter de garder la tête froide, ne pas paniquer et surtout ne pas rester seul coincé devant son écran. En parler à un tiers de confiance, en parler à une connaissance, à un collègue, si on est dans un cadre professionnel bien entendu, remonter immédiatement ces éléments à un responsable informatique ou à son responsable direct, et surtout faire tout cela sans répondre et ni cliquer. Réfléchir avant d'agir et ne pas rester seul. Je me permets d'insister, c'est très important. Les attaquants vont tout mettre en œuvre pour vous paniquer, pour vous faire stresser ou au contraire pour vous tendre une affaire immanquable, l'affaire du siècle. Dans ces cas-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'empêcher d'agir et prendre quelques instants pour prendre un peu de distance et de hauteur par rapport à la situation. Qu'est-ce que nous conseillons ensuite? Tenter de vérifier la cohérence au niveau du message, entre le contenu du message, l'émetteur apparent. Si c'est un contact avec qui j'ai des contacts habituels, des échanges habituels, est-ce que le contenu de ce message correspond, est cohérent par rapport à nos échanges, aux thématiques, à ses habitudes rédactionnelles? Ça, c'est très important hein, quand on a affaire effectivement à un compte de messagerie d'un contact ou d'une connaissance qui a été piratée ou usurpée. Euh, il faut être vigilant par rapport au changement de ton, par rapport à des situations qui semblent un peu rocambolesques. Je suis parti à l'étranger, je suis malade, je suis en train d'être opéré, est-ce que tu aurais de l'argent? Voilà. Être vigilant par rapport à ça. Et dans le doute, si c'est possible, avec ses propres coordonnées, son propre numéro de téléphone, appeler ce contact et vérifier avec lui si le contenu de ce message est réel. Comme je l'ai dit, les attaquants jouent souvent, tentent souvent de jouer sur un aspect alarmiste, anxiogène ou au contraire trop alléchant. Non, il n'est pas possible d'obtenir le dernier smartphone à la mode qui vient de sortir à moins de 5 euros. Il y a anguille sous roche, c'est une arnaque, il faut se méfier. A contrario, jamais un établissement bancaire digne de ce nom va donner moins de 10 heures ou même 20 heures pour immédiatement et dans l'urgence vous connecter au lien qu'il vous communique pour changer tout de suite vos identifiants et vos mots de passe à votre compte bancaire en ligne. Donc, à partir du moment où il y a urgence, où vous sentez qu'on veut vous mettre la pression, que ça soit côté panique ou au contraire en vous proposant des investissements ou un achat inespéré, attention, 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 se méfier. Et dans le doute, en parler à une connaissance, à un tiers de confiance et venir s'informer ou trouver de l'assistance, bien sûr, sur cybermalveillance.gouv.fr. Alors, il m'a semblé pertinent de rajouter cette diapo par rapport à l'importance qu'a prise l'attrait des attaquants pour nos données. Donc, il nous semble vraiment aujourd'hui important de porter ce message. Connaissez et protégez les données qui vous concernent aujourd'hui. Ça commence comment? Ça commence déjà en sachant quel type de données je crée, j'utilise au quotidien et surtout, où sont-elles situées? Sur quel système, sur quels terminaux? Sur mon ordinateur de bureautique si j'en ai un, sur mon ordinateur portable, sur mon téléphone. Est-ce que ces données, j'en ai besoin régulièrement? Voilà. Quelles données et où sont-elles? Ensuite, mettre en œuvre des mesures de protection pour ces données ou protéger les accès qui permettent d'y accéder. Et donc là, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, adopter une gestion adaptée de ces mots de passe. C'est très important, soit en adoptant une stratégie personnelle de création et de gestion de mots de passe, soit en se reposant sur des petits logiciels aujourd'hui qui permettent de gérer, il faut bien le reconnaître, un nombre grandissant de couples identifiants
mots de passe. Prioriser également ces mots de passe. Je ne vais pas forcément accorder la même importance aux mots de passe qui protègent ma boîte de messagerie principale que celle qui me laisse accès à mon compte sur mon association de motards normands. Voilà, il faut voir aussi, il faut faire preuve, j'ai envie de dire, de réalisme et de lucidité. Il faut porter son attention surtout sur les services et les accès qui sont le plus importants. D'où l'importance, d'où l'urgence de bien connaître, de bien avoir repéré et cartographié ces données et où elles se trouvent. Ne pas hésiter et le faire régulièrement à sauvegarder ces données sur des supports adaptés. Quel type de données je dois sauvegarder, je souhaite sauvegarder? À quelle fréquence? Est-ce que pour mes données les plus importantes, deux sauvegardes par an suffisent? Sur quel type de support? Est-ce que je dois le faire sur une clé USB, sur un disque dur externe, dans le cloud? Quelles sont les conditions d'utilisation du cloud? Quelle garantie en termes de sécurité va m'offrir cette solution? Voilà, réfléchir et mettre en œuvre une politique de sauvegarde adaptée, en tout cas qu'on jugera adaptée à l'importance des données concernées. Et enfin, pour toute opération de transmission de ces données, s'assurer de la légitimité du demandeur, de la proportionnalité de sa demande et bien entendu, autant que faire se peut, sécuriser ses envois. Et je reviendrai à la fin de cette présentation sur quelques sites aujourd'hui gouvernementaux qui vous proposent d'intégrer à vos documents des filigrammes pour les taguer, les marquer et les associer à une opération unique. C'est important de ne pas diffuser ces documents, notamment d'identité ou ces bulletins de salaire, dans la nature au premier qui le demande. Ayez aujourd'hui conscience de la valeur qu'ont vos données et surtout, sans tomber dans la paranoïa de la schizophrénie, être conscient que celles-ci peuvent être derrière réutilisées dans une optique frauduleuse. Alors, pour marquer, pour faire rentrer ces notions ces valeurs à accorder à ces bonnes pratiques, aux sauvegardes, à la transmission sécurisée, en perspective avec justement les menaces qui ciblent le plus souvent le grand public, nous avons produit fin 2022 le Cyberguide Famille. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avions l'ambition, avec ceux de nos membres qui ont participé à ces travaux, nous voulions tenter de réintroduire un petit peu le dialogue au sein d'un cercle familial où trop souvent aujourd'hui les jeunes ont pris des habitudes numériques qui diffèrent ou qui sont peu ou pas comprises par leurs parents ou par leurs grands-parents. Donc autour de 10 recommandations, on a vraiment voulu concevoir et proposer des contenus attrayants, colorés, comme vous pouvez le voir, autour de thèmes comme les mots de passe, les sauvegardes, l'hameçonnage, l'utilisation des réseaux sociaux, les risques de cyberharcèlement, et pour pouvoir ainsi mieux sensibiliser le cercle familial aux risques numériques et aux bonnes pratiques. Comme tout le reste de nos contenus, ce guide est téléchargeable gratuitement sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Il vient compléter en outre notre kit de sensibilisation qui existe depuis plusieurs années, qui définit les principales menaces, mais également les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Là, j'ai volontairement pris 3 exemples qui me semblent particulièrement importants aujourd'hui. On l'a évoqué, les mots de passe sont les clés d'accès à nos activités et à nos identités numériques sur Internet. Donc, il est important d'y apporter un soin vraiment particulier. La sécurité sur les réseaux sociaux, aujourd'hui nous utilisons tous de plus en plus ces médias, donc attention, maîtriser l'accès à mon compte, le sécuriser, maîtriser ma diffusion et mes relais d'information. Ça ne veut pas dire ne pas utiliser les réseaux sociaux, ça veut dire les utiliser avec un certain nombre de points de vigilance. Et je voudrais attirer votre attention sur la 3e rubrique. Il y en a beaucoup plus dans le kit de sensibilisation, mais celle-ci me semble importante. Pensons ensemble à mieux sécuriser et à mieux utiliser nos appareils mobiles, nos téléphones mobiles. Aujourd'hui, ces terminaux nous accompagnent partout lors de nos déplacements. Je connais même des gens qui n'ont plus d'ordinateur, ni portable, ni bureautique, qui font tout à partir de leur téléphone. Et ça, les attaquants l'ont bien compris.
Donc, il est important, et il cible de plus en plus ces téléphones portables. Il est important, capital, de veiller à ce que le système d'exploitation embarqué sur ces téléphones, donc Android ou iOS, soit régulièrement mis à jour. Les mises à jour sont les premières sécurités incontournables, le socle de base pour se prémunir contre les cybermalveillances. Et la seconde, c'est bien entendu de mettre à jour également toutes les applications que nous cessons d'installer ou de désinstaller en vérifiant à chaque fois les droits que demandent ces applications. Il y a quelque temps, je voulais m'installer une application pour faire des randonnées en forêt avec voilà, pour me balader. Et je me rends compte que cette application demande un accès à tous mes contacts. Je vous pose la question, mon cher Olivier, quel rapport entre mes balades en forêt et l'ensemble de mes contacts? Vous allez me répondre aucun et vous aurez raison. J'ai donc renoncé à installer cette application. J'en ai pris une autre qui était un petit peu moins conviviale, mais au moins qui respectait les droits liés à ces fonctionnalités. Donc attention, attention, prudence. Et à ce titre, nous produisons également un ensemble de fiches mémo, de fiches réflexes ou d'infographies dédiées aux thématiques les plus prégnantes du moment. Et là, je reprends la fiche que nous avons créée pour sécuriser vos appareils mobiles. Elle est simple d'emploi, elle est téléchargeable gratuitement et vraiment, elle donne un ensemble de mesures faciles à mettre en œuvre et qui peuvent vous permettre bien des ennuis à partir de votre téléphone portable. Monsieur Verdier, je vais vous interrompre 2 petites minutes parce que Interrompez-moi, interrompez-moi. beaucoup de questions. Les gens me disent, est-ce que le cloud est fiable? Je sauvegarde mes données dans le cloud. Est-ce que je fais bien? Est-ce que le cloud est fiable? Est-ce que déjà on peut parler du cloud d'une manière générale? Voilà, il y a pas mal de questions de gens qui disent, tout ça est-il fiable? Alors, on parle, là, pour le coup, et ce qui est important, il faut faire le distinguo entre la technologie et le service. La technologie, sur le papier, peut être complètement fiable et elle garantit et elle assure une capacité de stockage intéressante, une disponibilité qui ne l'est pas moins. Maintenant, attention, technologie ne veut pas dire service adapté à mes besoins, à mes usages et à mon niveau de sécurité. La vraie question qu'on doit se poser, quand on prend et quand on cherche plutôt un service de cloud, c'est qu'est-ce que je vais prendre et surtout, suis-je prêt à prendre connaissance et à m'assurer des conditions d'utilisation. Alors je sais, c'est toujours embêtant quand on cherche un service de se tartiner un document PDF de 50 ou 80 pages sur les conditions d'utilisation, mais c'est néanmoins le contrat légal qui vous lie à ce service. Donc la technologie, c'est une chose, et aujourd'hui les réseaux, les capacités de redondance et de stockage des opérateurs permettent la mise en œuvre de cette technologie. Par contre, pour le service, charge à moi, client, consommateur, de m'assurer que ce service correspond bien à mes attentes. Est-ce que les données sont stockées en France, en Europe ou à l'étranger? Que se passe-t-il si jamais il y a un problème? Devant quel tribunal ça va se régler? Devant sous quelle législation? Parce qu'inutile de vous dire que un conflit commercial en France ou aux États-Unis, c'est pas la même chose à gérer. Et enfin, quel niveau de sécurité, quelle garantie contractuelle me communique l'opérateur en question pour m'assurer que mes données seront protégées avec quel type d'outils et de quelle façon. Je pense que là, c'est le vrai sujet par rapport aujourd'hui à tous ces services qui nous entourent. Prendre connaissance du service et s'assurer qu'il répond à nos besoins en termes de confidentialité, en termes de sécurité, en termes de respect de l'intégrité et en termes de litige, si jamais, malheureusement, ça peut arriver, il y a un litige. Est-ce que j'ai répondu à la question, Olivier? Oui, oui, absolument, absolument. Et puis, j'ai une autre question. Vous avez parlé des filigrammes. Ça intéresse beaucoup les gens. Je crois que tout à l'heure, vous avez évoqué la possibilité de sécuriser un document par un filigrane.
Tout à fait. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'y reviendrai à la Plus fin de ma tard, très bien, présentation où j'ai très bien. un ensemble de liens que je pourrais, que vous pourrez communiquer aux participants, bien entendu, hein, et qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans le cadre du projet beta.gouv.fr, qui propose un ensemble de services sécurisés à tous nos concitoyens. Très bien. Ben, écoutez, je vous laisse aller un peu plus loin. D'accord, même, merci. Allons plus loin. Toujours dans notre souci de sensibiliser avec un format interactif, attrayant, nous avons franchi le pas, cybermalveillance.gouv.fr, et nous avons conçu, et nous sommes en train de diffuser une e-sensibilisation que nous avons baptisée Sens-Cyber, qui est articulée autour de 3 modules pour une durée totale d'1h50, donc c'est très raisonnable. Ces 3 modules correspondent à 3 objectifs pédagogiques que nous nous sommes fixés. Pour l'apprenant, bien sûr, comprendre les principes généraux et les mécanismes macro de la manière dont fonctionnent les cyberattaques et surtout les risques qu'elles me font courir tant au niveau personnel que professionnel. Module numéro 2, agir, c'est-à-dire que fort de cette connaissance, comment dans mes usages au quotidien ou dans mes usages spécifiques, je puis mettre en œuvre un ensemble de bonnes pratiques et de réflexes, plus particulièrement avec mon téléphone portable, les réseaux sociaux, ou le distinguo à faire entre mes usages pro et mes usages perso. Et enfin, 3e module, peut-être le plus ambitieux, comment à mon tour, moi qui suis convaincu du bien fondé de ces bonnes recommandations, de ces bonnes pratiques, comment à mon tour, aussi bien dans un cercle personnel que professionnel, je peux transmettre ces bonnes pratiques, ces connaissances et ces bonnes pratiques. Alors voilà, c'est un format dynamique, interactif. Nous l'avons à l'origine conçu au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale et plus généralement des agents du service public. C'est la raison pour laquelle cette e-sensibilisation est déjà disponible sur la plateforme interministérielle mentor.gouv.fr, sur la plateforme Magistère pour tous les personnels de l'éducation nationale. Elle a été intégrée au catalogue de formation en libre accès du CNFPT pour les collectivités territoriales. Et enfin, toujours le même catalogue de formation en libre accès de l'ANFH qui s'occupe de la formation des agents de la fonction publique hospitalière. Nous sommes actuellement en train de l'adapter pour le grand public et les entreprises PME, TPE, et cette e-sensibilisation sera disponible normalement pendant le premier trimestre 2024 pour tous nos publics. Son suivi sera uniquement conditionné à l'ouverture d'un compte sur la plateforme avec un identifiant, un mot de passe, un de plus, j'en suis désolé, et qui permettra à l'apprenant surtout d'avoir accès à tous nos services et de pouvoir suivre sa progression au sein des 3 modules de cette e-sensibilisation. Je vous rappelle en outre également l'ensemble des contenus que nous prédestinons à nos plus jeunes publics au travers d'un ensemble de supports pédagogiques, ludiques, sous forme de jeux, d'activités, de vidéos. Je vous rappelle que nous avons une chaîne YouTube et une chaîne Dailymotion, que toutes ces vidéos de sensibilisation sont librement utilisables, réutilisables, diffusables, comme l'intégralité de nos contenus. Tout ça dans l'objectif, bien sûr, de communiquer, de donner du sens surtout en termes de clés de compréhension pour les menaces majeures, comme je viens de le faire ce soir avec vous, et avec des exemples issus de l'actualité la plus récente et surtout, bien entendu, les bonnes pratiques qui sont associées. Je vous avais dit qu'on parlerait du cybermois, je vais l'évoquer très rapidement. Nous avons vécu un cybermois, la 11e édition trépidante du cybermois, avec un lancement qui s'est réalisé au campus cyber de la Défense et un mois d'octobre qui a été marqué par de nombreuses propositions de sensibilisation, d'activités, un jeu concours basé sur le Cyberguide Famille auquel nous avons eu plus de 10 000 participations. Voilà, donc le thème de l'édition 2023 était la fraude par ingénierie sociale, c'est-à-dire toute la mise en scène, toute la tromperie, toute la théâtralisation que peuvent mettre en œuvre des attaquants pour tromper une victime, notamment dans le cadre d'un hameçonnage, pour lui faire transmettre des éléments confidentiels ou des documents. Et c'était important pour nous de pouvoir
retranscrire tous ces éléments et toutes nos recommandations au travers de cette manifestation qui, je le rappelle, est à l'origine une initiative européenne de l'ENISA, qui est l'agence de cybersécurité de l'Union européenne, et que nous avons piloté cette année. Dorénavant, c'est cybermalveillance.gouv.fr qui pilotera l'édition française donc du Cybermois. Et puis comme je vous le disais au départ, la CLCV l'a fait et ça a très très bien fonctionné. J'ai eu d'excellents retours de beaucoup de nos structures qui se sont impliquées dans ça. C'est une véritable demande de la part des gens. Bah écoutez, en tout cas, j'en profite pour, comme je l'ai fait lors de nos échanges initiaux, pour rendre hommage vraiment à toute l'équipe de cybermalveillance.gouv.fr et plus particulièrement du pôle communication pour ce très très bel événement de qualité qui nous a été permis d'offrir à nos publics pour cette année 2023. Faire mieux, ça va pas être facile, mais à l'impossible, nul n'est tenu et nous nous y forcerons pour l'édition 2024. En attendant, un ensemble de liens qui peuvent vous être utiles. Si jamais vous êtes victime, bien entendu, le lien direct vers notre parcours d'assistance victime. Le lien également vers notre rubrique regroupant l'ensemble de nos ressources mises à disposition, je le répète, gratuitement pour tous nos publics. Un petit rappel également de notre chaîne Dailymotion avec toutes nos vidéos de sensibilisation. Et là, on va aborder des sites qui proposent, donc beta.gouv.fr, qui proposent un ensemble de services de sécurisation destinés à nos concitoyens. Filigrane.beta.gouv.fr va vous proposer en quelques clics d'intégrer un filigrane transverse qui va taguer votre document d'identité que vous envisagez, par exemple, de transmettre à un interlocuteur qui vous demande un certain nombre de pièces, avec des mentions propres à l'opération en cours, à la date à laquelle vous le transmettez, à son destinataire, ce qui concrètement va empêcher toute réutilisation frauduleuse derrière de ce document d'identité dans un autre objectif. Je me permets également d'insister sur le site dossierfacile.fr qui est toujours issu de beta.gouv et qui va vous permettre de monter un dossier complet en cas de demande de location, de prêt, etc. Avec bien entendu les documents strictement nécessaires et sécurisés, ou enfin la possibilité de garder la maîtrise de ces données d'identité et de générer un justificatif d'identité à usage unique. On est toujours dans le souci d'éviter la réutilisation ultérieure et frauduleuse de données d'identité avec le site france-identité.gouv.fr. Voilà pour l'essentiel des éléments que je souhaitais porter à votre connaissance et bien entendu des recommandations et des bonnes pratiques que je voulais partager avec vous ce soir. Je suis désolé de ne pas avoir pu mettre ma présentation en plein écran. Vraiment, j'en suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois, en tout cas, j'essaierai. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et merci également pour les nombreuses questions que manifestement vous avez posées. Et je reste bien entendu à votre entière disposition pour tenter d'y répondre ou en tout cas vous donner des pistes pouvant vous permettre d'avoir des solutions. Alors, Monsieur Verdier, comme je vous le disais, donc vous avez évoqué pas mal de choses, mais il faudrait vraiment qu'on revienne sur le phishing. Comment je reconnais mon phishing? Est-ce que j'ai un truc à coup sûr? Est-ce que l'adresse de l'expéditeur, c'est quelque chose qui fonctionne à coup sûr? Après, on est sur, j'aimerais bien qu'on dise deux mots, on m'en parle beaucoup, sur l'arnaque au conseiller bancaire, qui est quelque chose qui a fait des ravages, alors qu'il se passe un peu plus par téléphone et qui continue. Il faut que tout le monde soit bien à même de ça. Et après, vous avez parlé, donc, vous voyez, sur le phishing, on a plusieurs choses. On a comment je reconnais un phishing, déjà, ça c'est important. Sur le phishing, je reconnais pas le phishing, je clique sur la pièce jointe ou je clique sur le lien, qu'est-ce qui se passe? Parce que à côté, on me dit comment on reconnaît un faux site internet. Le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à le reconnaître. Et lorsqu'on accède sur un site internet en dehors de tout phishing,
Comment je sais que ce site internet n'est pas quelque chose qui a été construit de toutes pièces pour récupérer mes données, pour me voler? Comment je sais que ce site n'est pas une copie? Vous voyez, ça c'est très pratique. On va avoir les achats de Noël bientôt, donc forcément, voilà. Après, j'en aurai d'autres, hein, mais c'est vraiment les deux qui arrivent pour l'instant. Très bien. Alors, comment reconnaître un mail de phishing? Il y a l'aspect, j'ai envie de dire, global, général, et effectivement, derrière, il y a des vérifications sur certaines composantes du message auxquelles on peut procéder. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les attaquants vont tenter d'utiliser, de vous appâter avec un ensemble de méthodes qui sont directement issues de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire vous mettre dans une posture mentale qui va vous faire sortir de vos rails de réaction habituelle. Le but étant pour eux, rappelons-le, de pouvoir vous forcer, en tout cas vous faire communiquer des informations confidentielles, financières, un document, vous faire valider un virement. Voilà, une action de votre part est requise quoi qu'il arrive. Donc déjà, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, observez la cohérence globale du message. Si celui-ci provient d'un interlocuteur habituel ou officiel, comme les impôts, est-ce que j'ai déjà reçu ce type de message? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cohérent par rapport aux échanges que j'ai avec cette structure, association, organisation, correspondant? Je ne vous parle même pas du mail d'hameçonnage, j'ai envie de dire, malheureusement certains tombent dedans, mais il faut vraiment être vigilant. Je ne suis pas client d'une très célèbre organisation, enfin un très célèbre opérateur de vidéos en streaming. Je ne vais pas commencer à répondre à un mail que m'envoie cet opérateur alors que je n'ai aucun lien contractuel avec lui. Surtout s'il menace de fermer mon compte alors que je n'ai pas de compte. Donc déjà, mettre tout ça de côté. Si effectivement l'ensemble est cohérent, semble naturel, etc., procéder à un certain nombre de vérifications sur l'adresse de messagerie de l'émetteur à proprement parler. Survoler le lien sans cliquer dessus, survoler le lien avec le curseur de la souris pour voir sur quel type de site il m'emmène. Il faut savoir que la méthode préférée des attaquants, c'est effectivement de vous faire cliquer sur un lien qui va vous emmener sur un formulaire euh, qui vont leur permettre de récupérer les données qui les intéressent. Ce formulaire étant complètement fictif, même s'il est repeint aux couleurs de la sécurité sociale, des impôts, de votre banque. Normalement, il est hébergé sur un site complètement exotique. Et là, pour le coup, au vu de la petite adresse qui s'inscrit au moment où vous survolez ce lien, vous allez voir l'adresse exacte du formulaire. Et là, bien entendu, si vous vous rendez compte que c'est un site qui n'a rien à voir avec l'émetteur apparent du message, surtout ne cliquez pas, n'y allez pas. Par rapport au faux site que j'ai évoqué tout à l'heure, sur lequel vous rebondissez, il faut savoir que depuis quelques années, lors de périodes promotionnelles ou de fêtes, ces faux sites, ces sites fictifs se démultiplient. Alors souvent, ils s'embêtent pas les gars, ils vont faire une copie grossière d'un site connu ayant pignon sur rue. Et ils vont vous inviter à y aller par le biais de campagnes d'hameçonnage, justement. Et une fois que vous vous retrouvez sur ce site, vous pensez être sur le site du vendeur de vêtements, le dernier créateur à la mode, auquel vous êtes habitué. Mais il s'agit d'un faux. Et là, c'est pareil, être vigilant, toujours bien garder dans la petite fenêtre en haut du navigateur où est-ce qu'on est. Il ne suffit pas que la connexion soit sécurisée. Hein. Le HTTPS, le S de HTTP, indique seulement que le tunnel de connexion entre votre ordinateur et le site est chiffré. Et donc, on ne peut pas l'intercepter. Simplement, aujourd'hui, il faut surtout être vigilant pour savoir si je suis sur un site officiel, légitime, ou sur un site bidon. Et le meilleur moyen, c'est d'utiliser ces ressources, ces raccourcis, ces favoris, et pas ceux qui sont dans le mail, pour aller s'assurer de la véracité de l'opération promotionnelle. Le faux conseiller bancaire. Alors effectivement, comme vous l'avez dit Olivier, aujourd'hui c'est une arnaque qui fait des ravages.
Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ce coup de fil d'un soi-disant responsable du service sécurité ou sûreté de votre banque intervient quelques jours à peine après que vous ayez répondu à un SMS ou un mail d'hameçonnage, que vous ayez rempli un faux formulaire avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone portable et bien entendu les données, le numéro de votre carte de crédit. Fort de ces éléments, il faut savoir que les premiers numéros d'une carte de crédit permettent assez facilement de connaître l'établissement bancaire. Les attaquants vont réutiliser le numéro de téléphone que vous avez laissé sur ce formulaire pour vous recontacter et pour usurper, pour se faire passer pour quelqu'un de l'équipe sûreté sécurité de votre banque. À ce moment-là, ils vous mettent dans le stress et dans la pression, comme je disais tout à l'heure, et vous font croire qu'une opération frauduleuse est en cours, soit un achat frauduleux avec vos moyens de paiement, soit un virement frauduleux sur votre compte bancaire. Et vont vous demander encore plus d'informations, et notamment ce fameux petit code unique qu'envoie votre banque, votre vraie banque pour le coup, au moment d'un achat en ligne, et qui va vous demander de vous communiquer. Simplement, celui qui fait l'achat en ligne à votre préjudice, c'est celui que vous avez au téléphone. Donc attention, 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 cette méthode est très offensive, elle arrive souvent à un moment où dans notre vie on est fatigué, on pense à autre chose. Se souvenir que je ne dois communiquer ce petit code unique qui fait partie de l'authentification multiple mise en place par les établissements bancaires, je ne dois le communiquer à personne, pas même à mon propre conseiller bancaire. Et dans le doute, rappelez votre conseiller bancaire, si c'est aux heures ouvrées, avec les coordonnées que vous possédez et demandez à lui parler d'urgence. Mais il y a de fortes chances que ça soit une arnaque ou une usurpation de qualité. Parce qu'en fait, Monsieur Verdier, Oui. c'est assez redoutable parce que ces gens vous appellent. Moi, on m'a décrit la situation plusieurs fois. On m'a dit, je suis votre conseiller bancaire. C'est ce que vous dites. En général, on a répondu à un phishing. Les gens, ils vous disent, je vais valider tout de suite mon identité. Je vais vous donner les coordonnées de votre carte bancaire. Ils ont les coordonnées de la carte bancaire. Et oui, puisqu'on les a rentrés quelques jours avant dans un formulaire frauduleux, malheureusement. Et vous avez un double piège. La personne vous dit, contrôlez sur votre téléphone. Vous allez voir que c'est bien le numéro de téléphone de votre banque. Parce qu'ils font ce qui s'appelle du spoofing. Tout à fait. Et de l'usurpation. Vous avez peut-être, si vous voulez bien nous expliquer ce que c'est. Le spoofing, c'est très simple. On passe par des services Internet, malheureusement, qui permettent de masquer votre vrai numéro de téléphone et de le remplacer par par un numéro que vous communiquez. Exemple, si les attaquants ont récupéré vos informations de carte bancaire, ils ont pu, et votre adresse domiciliaire, ils peuvent faire un recoupement sur potentiellement quelle est l'agence la plus proche de votre domicile. Toutes les agences ont un numéro de téléphone public. Et donc, au moment de réaliser ce masquage de leur téléphone, ils vont mettre à la place le numéro de téléphone officiel de l'agence dont il y a de très fortes chances que vous dépendiez puisque c'est la plus proche de votre domicile. Donc malheureusement, effectivement, on est face à des équipes très organisées et qui savent utiliser à des fins frauduleuses les technologies ou les services qui sont proposés sur Internet. Voilà, c'est ça. Et puis, comme vous le disiez, c'est partout. Moi, vous en avez en SMS, vous avez des choses comme ça. Moi, je peux vous livrer un témoignage. J'ai ma maman qui a reçu, il y a 2 jours, un SMS lui disant, maman, j'ai perdu mon portable, mon numéro de téléphone, c'est tel numéro, appelle-moi. Heureusement, j'en discute souvent avec mes parents. Elle m'a contacté tout de suite. Mais vous voyez, c'est des pièges méchants comme cela, quoi. Tout à fait. Je vous dis, le but, c'est vraiment aujourd'hui de mettre la personne, la victime, la cible en tout cas, avant même qu'elle soit victime, la cible dans un état de stress, d'urgence, d'anxiété, de culpabilité, ou au contraire de l'allécher avec des affaires uniques au monde, l'affaire du siècle. Et il faut vraiment, vraiment, plus c'est gros, j'ai envie de dire, plus il faut être vigilant. Et quand vous sentez que, voilà, et ne pas rester seul, ça c'est très important.
J'ai eu des exemples et des victimes qui m'ont confié que quand elles étaient venues sur cybermalveillance.gouv.fr, qu'elles s'étaient rendues compte qu'elles n'étaient pas seules dans ce cas-là, qu'on avait déjà rédigé un article en indiquant la méthode d'attaque. Elles avaient dit, mais quel soulagement, je me suis rendu compte que j'étais pas seul dans ce cas-là, que c'était une véritable arnaque et ça m'a permis d'éviter d'aggraver la situation. C'est très important. Et même quand on a fait une bêtise, il faut se dire que ce qui est fait, mais derrière, si on peut éviter de l'aggraver, c'est tout aussi important. Il ne faut pas rester seul, il faut s'informer, il faut en parler à des proches de confiance. Vraiment, vraiment, je me permets d'insister. Aujourd'hui, nous sommes entourés par les nouvelles technologies, par le numérique. Ça peut aller très loin et causer des préjudices très significatifs avec des gens qui se retrouvent sur la paille, vraiment. Et là, on rentre dans l'humain, très, très, très sérieusement. Écoutez, merci pour tout ça. Peut-être on a une dernière question. Je prie de m'excuser les personnes pour lesquelles j'ai pas réussi à répercuter les questions, mais on est un peu limité par le temps. On a une dernière question, si vous le voulez bien, sur les mots de passe. On nous demande de revenir sur les mots de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? Il y a une dame qui dit, moi, mes mots de passe, je les mets dans un petit carnet, je les mets dans le tiroir. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? Donc, vous avez parlé du gestionnaire de mots de passe. Hein. Il y en a un qui vous avez cité. Il y a des gens qui me disent, écoutez, ce gestionnaire de mot de passe, il n'est pas très intuitif. Bon, j'en sais rien, ce sera peut-être quelque chose à faire remonter aux gens qui l'ont fait, je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? Des mots de passe, il faut le changer tous les combien? Donc, vous l'avez dit, quand je pense avoir été piraté, le premier réflexe, c'est changer le mot de passe. Ça, c'est sûr. Mais avant le piratage, en prévention, comment est-ce que je fais un mot de passe fort? J'imagine que c'est pas ma date de naissance, hein, je crois pas. Et tous les combien je dois le changer? Alors Olivier, si vous me permettez, je vais d'abord commencer par vous dire ce qu'est un mot de passe faible. Et je pense que ça va mettre en perspective la suite de mon discours. Un mot de passe faible, vous l'avez évoqué, c'est un prénom, c'est une date de naissance, c'est le nom d'un héros qu'on aime bien au cinéma ou en bande dessinée. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui va faciliter la tâche aux attaquants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les mots de passe les plus simples et les plus utilisés sont référencés sur le dark web et sont très facilement utilisés et quasi systématiquement utilisés quand les attaquants veulent accéder à un service en ligne. Donc le but, ça va être de leur compliquer la tâche. Par exemple, mon mot de passe pour ma boîte de messagerie principale, c'est Toto. Effectivement, derrière, TOTO, même avec un petit script ou avec un peu d'imagination, c'est assez facile à deviner. Ou un 2, 3, 4, 5. Le but, ça va être effectivement de mélanger des majuscules, des minuscules, ce qu'on appelle des caractères spéciaux, donc un trait d'union ou l'underscore du 8, un arrobase, avec des chiffres, des lettres, et en tentant effectivement de donner du sens au mot de passe global. L'ANSSI recommande l'utilisation minimale de 12 caractères. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il est important aujourd'hui, alors peut-être pas le généraliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'ensemble des services auxquels on accède, parce qu'il faut aussi prioriser et on ne va pas accorder la même importance à un service complètement secondaire sur lequel on ne stocke rien, il n'y a aucune information sur soi de sa boîte de messagerie principale. Mais pour les services les plus importants, il faut vraiment accorder une importance toute particulière. Et en fait, il faut compliquer la tâche des pirates, hein, tout simplement, en essayant de créer un mot de passe unique composé de chiffres, de lettres, de majuscules, de minuscules, de caractères spéciaux, avec effectivement 10 ou 12 caractères au total, d'où l'importance de pouvoir utiliser au quotidien ces petits logiciels qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe, parce que bien entendu, on vit dans la vraie vie à cybermalveillance.gouv.fr, on se rend compte que pour quelqu'un, retenir au quotidien 15, 20 mots de passe, enfin identifiant à la fois le couple, mon identifiant, mon mot de passe, c'est compliqué, et c'est pour ça que nous recommandons, pour faciliter les choses,
de stocker l'ensemble de ces couples identifiants mots de passe dans un petit logiciel qui va créer en fait un petit conteneur chiffré sur votre ordinateur. Alors pour le coup, on n'a qu'un seul mot de passe à retenir, hein, c'est ce qu'on appelle le mot de passe maître pour accéder à ce coffre-fort numérique. Mais pour le coup, celui-ci, il ne faut pas l'oublier. Parce que si jamais vous l'oubliez, il faut y aller à la disqueuse, notamment sur le logiciel que je vous ai recommandé tout à l'heure, KeePass, qui a été donc en termes de sécurité testé et validé par l'ANSSI. Très bien. Ben, écoutez, merci. Donc, c'est la fin de notre webinaire. Donc, bien sûr, je remercie Monsieur Verdier pour ses précieux conseils. Et je redis vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent l'intérêt d'aller consulter régulièrement le site Cybermalveillance. Je remercie Cathy, notre journaliste, Laura, notre webmaster, pour leur implication dans la préparation de ce webinaire. Et bien sûr, je vous remercie tous de votre présence. Vous étiez 3 fois plus nombreux que lors de notre webinaire de l'année dernière. Donc, on vous remercie pour votre confiance. Et puis, ça montre aussi l'intérêt qu'on a tous pour les dangers sur Internet. Merci pour les questions très intéressantes que vous avez posées. Je vous souhaite une navigation Internet qui soit loin des dangers dont nous avons parlé ce soir. Et puis, je suis un peu en avance, mais j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis au revoir à tous. Au revoir. Merci Olivier, très bonne fin de journée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci Laurent.